Présentation, conditions à remplir et utilisation abusive du régime Murphy. Je suis très attentif à l'utilisation abusive en matière d'IS. Alors ça ne vise pas uniquement le régime Murphy, ça vise l'utilisation abusive en matière d'IS. Aujourd'hui, pratiquement pas de décision, mais elles viennent maintenant. Et donc, je regarde la motivation économique du régime Murphy. Si je crée une holding pour échapper au PFU, à la distribution d'un dividende, là, je suis mal. Voilà. Présentation avantage, c'est les sociétés IS, mère à l'IS, la fille est à l'IS, et la mère détient au moins 5% du capital de la fille depuis au moins 2 ans. Le régime est applicable dès la première année. Il y a éventuellement une remise en cause si la détention est inférieure à 2 ans. Avantage, les dividendes reçus de la fille à l'IS sont déductibles du résultat de l'IS de la mère, donc exonérer l'IS, excepté la quote-part de frais et charges de 5%. Frais et charges. Donc oui, ça c'est sûr. Vive le régime Murphy, donc applicable chez moi dans la plupart des situations, bien évidemment, mais on verra qu'à un moment donné, je m'interroge sur l'utilité de la holding et donc je vais assez rapidement, selon les situations, proposer une fusion-absorption pour faire disparaître la holding qui est source de coûts. Et voilà. Donc, régime de droit commun, si le dividende était taxé éventuellement à 5%, mon disponible derrière dans la société l'IS est de 73 grâce au régime Murphy. Eh bien, je préserve la trésorerie qui remonte dans la structure à l'IS, la holding à l'IS, et il me reste 98,75. Et si, on a vu le panorama derrière, si c'est moi, personne physique, qui emprunte à titre personnel pour acquérir la cible, les intérêts de l'emprunt ne sont pas déductibles du résultat de qui que ce soit, et surtout, je dois verser un dividende au PFU ou au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Si c'est la holding, eh bien, j'ai ma 98 de disponible qui permettent de rembourser la banque. Donc, les opérations de LBO, c'est uniquement ça, plus éventuellement l'intégration fiscale. Bon. Mais je rappelle que pour profiter du régime de l'intégration fiscale, s'il vous plaît, chers clients, faites des pertes pendant 5 ans. Pour les grandes entreprises, ça peut se comprendre. Il y a des danseuses, il y a des marques de marketing, là oui. Mais pour la PME, si je dis à mon client, faites des pertes pendant 5 ans, ça ne va pas le faire rire. Entreprise à l'IS, représenter au moins 5% du capital de la société émettrice, la pleine propriété ou la nue propriété pendant au moins 2 ans, sur option. Et les utilisations abusives, alors vous avez une version complète de document, vous voyez, on est à la diapositive 582, c'est le même nombre de diapositives, mais dans la version complète, il y a 1400, je crois, ou un truc comme ça. Donc, si vous voulez des précisions sur le régime Murphy. Mais ce qui m'importe, c'est surtout le risque d'utilisation abusive du régime Murphy. Montage, comité d'abus de droit fiscal et quelle est la position du Conseil d'État. Montage. La clause anti-abus en matière d'IS, donc qui vise pas seulement le régime Murphy, mais aussi l'intégration fiscale, les titres de participation. En ce qui concerne le régime Murphy, exclusion du régime de faveur pour les titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui n'a pas de justification économique. Montage abusif, ça veut dire un objectif encore principalement fiscal. Vous voyez qu'il y a une certaine similitude avec l'abus de droit fiscal, puisque l'abus de droit, c'est le montage exclusivement ou principalement fiscal. C'est pour ça que je m'amuse, moi. Depuis qu'ils ont inventé le principalement fiscal, ça m'a fait sourire. Il y en a beaucoup que ça meurtrit,
mais pour moi, ça m'a fait sourire, parce que je ne suis jamais dans le but principalement fiscal. Attention, il faut avoir la certitude que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Vous voyez, je ne parle pas de motivation fiscale. Si des clients viennent me voir, M. Royal, là, je veux réduire mon impôt, je ne prends pas. Non, je ne prends pas. Je m'assure que c'est le vrai objectif. Vous savez, on croit que la motivation première des clients, c'est la fiscalité. Je ne partage pas cette opinion. C'est parce que bien souvent, le client, il ne sait pas quoi dire. Donc, il va vous dire, c'est quoi votre objectif? Réduire la fiscalité. Alors, il y en a des vrais, hein. Il y a des vrais de la fiscalité. Mais je les repère assez rapidement, je sais qui c'est. Hein. Mais, j'en dis, tiens, oui, la fiscalité, c'est vrai, c'est important, mais à part la fiscalité, c'est quoi l'important dans la vie? Si c'est la fiscalité qui est importante pour lui dans la vie, voilà, c'est pas un client pour moi, hein. Je vous l'envoie. Mais bien souvent, si je pose la question, on va bien se rendre compte que ça peut être la transmission, ça peut être aussi la fiscalité, la transmission, hein, mais organiser la pérennité de l'entreprise. Voilà. C'est par les questions ouvertes que je vais pêcher les objectifs du client. Parce quelquefois, il ne le sait pas lui-même. Et comme il ne sait pas quoi dire, il va vous dire la fiscalité. Et si on est on rentre dans le principalement fiscal. Par contre, si je pose des questions sur quels sont vos projets de vie, qu'est-ce que vous ne supportez pas, qu'est-ce qui vous donne mal à la tête, mal au ventre, mal au dos, hein, bon, je sais d'où ça vient, enfin bref. Et derrière, tout de suite, je fais, alors, ce à quoi je vous invite, c'est de dresser l'arbre généalogique de tous vos clients. Hein. Vous le faites? Non. Ah, vous allez voir, vous allez changer la vie de vos clients. Et la vôtre, hein. Méfiez-vous. Hein. Mais, voilà, alors, pour moi, hein, c'est fondamental, notamment, c'est l'exercice de mon métier qui veut ça. Alors, les logiciels en gestion de patrimoine, il n'y en a pas un qui le fait. Hein. Bon. Et en plus, c'est un outil commercial redoutable. Hein, parce que vous voyez vos futurs clients. Hein. Les enfants de vos clients sont en principe vos clients. Hein. Tiens, bon. Et alors, je fais l'arbre généalogique. Allez, monsieur, madame, régime de communauté ou pas. Hein, et enfants, alors je me régale quand les enfants d'un premier lit, évidemment. Hein, ça, c'est rigolo. Hein. Moi, j'adore. Bon. Et derrière, je pose des questions. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son année de naissance? Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et puis je regarde éventuellement ici, hein, s'il y a des ascendants, et je vais jusqu'aux frères et sœurs. Et je pose une question qui est la suivante. Allez, racontez-moi. Comment ça se passe? C'est très amusant, hein, parce qu'il y en a qui vous disent, oh, ben bien. Bien? Oui, oui, très bien. Et le soir, il m'appelle, il dit non, monsieur Royal, pas très bien, mais je ne pouvais pas le dire devant vous, devant les autres. Hein. Donc je le dis à vous, mais pas très bien du tout. J'envisage un divorce. Ben, vous voyez bien que les solutions ne vont pas être les mêmes. Hein. Donc, et je vais motiver, et vous rendez compte, que les enfants sont mineurs, ah, chouette, ça c'est chouette pour moi, hein, parce que les enfants sont producteurs d'économie fiscale. Pas si vous en avez 8 comme nous, hein, 8 enfants, c'est plutôt une charge, mais c'est pas grave. Mais l'idée c'est que, tiens, et je vais profiter pour qu'ils soient petits, quand c'est petit, c'est mignon. Voilà. Et je vais justifier le schéma avec la situation familiale. Surtout s'il y a des risques de mésentente entre les différentes familles. Donc vous voyez, ça va déterminer la configuration générale du patrimoine chez moi. Hein. Ah, il y a 2 branches familiales, attention, ici, hein, donc il n'y a pas forcément des intérêts. Comment ça se passe ici? Quelle est l'entente familiale? Et si je crée éventuellement ici une société pour eux et une société pour lui, c'est justifié. Hein. Avec des holdings, mais il ne faut pas les mettre directement au capital parce qu'il risque d'y avoir de la désharmonie familiale. Donc je le remets dans une holding qui va peut-être recevoir la majeure partie du dividende quand bien même elle détient une participation minoritaire. Vous voyez, voilà. Et ça part de là. Hein. Je vous invite
à vous pencher sur l'organisation familiale et sur les ententes. Comment voulez-vous qu'on vous attaque sur des questions d'abus de droit fiscal si vous mettez en place un patrimoine pour protéger l'entreprise et pour assurer sa pérennité durable? C'est impossible qu'on vous attaque. Voilà. Donc, et en faisant ça, vous voyez vos futurs clients. Parce que vous allez les intégrer à des sociétés tout de suite. Dès lors que, évidemment, hein, c'est un avantage client. Doctrine fiscale. 2 conditions à réunir pour la clause anti-abus. Le but principalement fiscal, donc l'exonération des dividendes, et le montage ou la série de montages qui ne repose sur aucune justification économique. Et la justification économique n'est pas forcément d'avoir une entreprise opérationnelle, hein, ça peut être du patrimoine privé. Voilà, toute justification économique, même si elle n'est pas liée à l'exercice d'une activité commerciale. Et les motifs valables peuvent concerner des opérations purement patrimoniales. 3 conditions doivent être cumulativement réunies pour exclure le régime Murphy. Un montage non authentique, sans justification économique, l'objectif principal de profiter de l'avantage fiscal et qui vise le régime Murphy en l'occurrence. Montage non authentique. Et c'est le montage dans son ensemble qui doit avoir un motif commercial, pas la création de la holding. Et ça m'arrange. Parce que j'ai facilement une vue d'ensemble. Voilà. Motif commercial, première proposition de directive européenne, montage qui donne lieu à un avantage fiscal considérable qui ne reflète pas les risques commerciaux pris par le contribuable ni dans les flux de trésorerie de ce dernier. Bon. Ça c'est un peu assoupli, un peu adouci. Deuxième condition cumulative, l'objectif principal d'obtenir un avantage fiscal. Donc, motivation économique. Donc, ici, hein, notamment, la famille fait partie, pour moi, d'une des premières motivations économiques. Troisième condition cumulative, un avantage fiscal qui vise le régime Murphy. Mon opinion. L'éligibilité au régime Murphy dépend des circonstances propres à chaque situation, ça c'est sûr, hein, comme le rappelle ici le Sénat et l'Assemblée nationale. Si la holding est opérationnelle, oui, éligible au régime Murphy. Le holding mixte qui exerce à la fois une activité civile et une activité opérationnelle, oui, éligible. La holding réellement animatrice, oui, éligible. La holding qui facture des prestations de services sans être animatrice, bien sûr, dès lors qu'il y a une réalité économique qui corresponde aux conventions de prestation de services. Et voilà, la question se pose pour la holding passive. Je dis oui si elle a une réalité économique. Et voici les motivations économiques qu'on peut trouver, par exemple. Et j'explique dans le texte. Je préfère anticiper les questions de l'administration fiscale, donc chez moi, je dis tout. Je dis tout. Non, inéligibilité, si aucun avantage économique ou commercial. Et si l'administration fiscale recourt à la clause anti-abus et elle ajoute la pénalité de l'abus de droit, ça fait mal, hein? Le dividende, il est taxé à l'IS au lieu de la quote-part des frais de charge de 5%, donc déjà à 25%, plus éventuellement la pénalité de l'abus de droit, 80%, plus l'impôt dû. Hein? Donc, voilà. Exemple d'utilisation abusive du régime Murphy, donc les premières ici décisions, hein, à cour administratif d'appel de Paris. L'acquisition de sociétés qui ont cessé toute activité commerciale
opérationnel, par exemple, hein, dans le but de récupérer les liquidités par le versement d'un dividende avec le bénéfice du régime Murphy. Et puis, on a vu un certain nombre de décisions du comité d'abus de droit fiscal qui concernent les schémas coquillards, donc une société redevable de l'IS qui détient sous le régime Murphy ou sous le régime de l'intégration fiscale des participations dans une autre société dont l'actif est constitué de liquidités après cessation d'activité. Le coquillard vide la coquille de sa substance en faisant remonter des trésoreries sous forme de dividendes avec le bénéfice du régime Murphy ou avec le bénéfice du régime de fusion-absorption. Et donc, non-imposition du dividende et en plus, minoration du taux de l'IS du fait de la réalisation d'une moins-value à court terme, notamment dans le régime de fusion-absorption. Donc, abus de droit fiscal. Et on peut avoir les deux punitions, abus de droit et clause anti-abus. Donc ici, cumul du régime des moins-values court terme et du régime Murphy. H achète 100 les titres d'une société F et demande le bénéfice du régime Murphy. F verse un dividende de 100 à A exonéré à 95%. 2 ans après, H vend F avec une moins-value de 100 imputable sur les résultats de H. Donc, on a deux jackpots. On a le régime Murphy et on réduit le montant du bénéfice avec la moins-value imputable. Et voici les décisions du comité d'abus de droit fiscal. Donc, qui visent les schémas coquillards. C'est un marché à un moment donné, les ventes de sociétés qui ne disposent que de liquidités. Donc, distribution et application d'une moins-value déductible pour dépréciation des titres de F après remontée du dividende. Une décision du Conseil d'État, toujours les schémas coquillards. Abus de droit également, Conseil d'État. Les régimes de faveur, régime Murphy, régime de l'intégration fiscale, régime des titres de participation, ont été instaurés par le législateur en envie de structurer le capital des entreprises opérationnelles. Et donc, je me méfie des opérations purement patrimoniales. Exemple, si j'apporte les titres d'une société civile à l'IS à une autre société civile à l'IS en report d'imposition, ou même des titres d'une société civile à l'IS patrimoniale à une société holding animatrice à l'IS, j'ai un doute de l'application éventuellement des mesures de faveur, et notamment du report d'imposition de la plus-value. Voilà. D'ailleurs, vous voyez bien que l'intention du législateur, lorsqu'il a instauré le report d'imposition, c'est pour réinvestir dans des sociétés opérationnelles, et non pas pour développer du patrimoine privé. Donc, je m'en méfie. Donc, encore des opérations ici, de coquillard. Vous avez des questions ?